Les dernières nouvelles, c'est que la délégation iranienne, le président du Parlement, accompagné du gouverneur de la Banque centrale d'Iran et du ministre iranien des Affaires étrangères, est actuellement au Qatar. Il s'agit des avoirs iraniens gelés. Qu'est-ce qu'on en sait exactement? Et puis Donald Trump a publié un très long message sur Truth Social. Je ne sais pas, il racontait une histoire énorme sur à quel point l'accord est incroyable et qu'il est en train de le conclure lui-même. Certains pays ne sont pas contents de ça, d'autres en font partie, et l'une des choses étonnantes qu'il a mentionnées, c'est que l'Iran rejoindrait les accords d'Abraham. Voilà ce qui se passe en ce moment. Cet homme est en train de tout perdre. Quelle est, selon vous, la situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis? On parlera d'autres sujets, mais concernant cet accord, concernant les négociations entre l'Iran et les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Iran participe aux négociations. C'est les États-Unis qui négocient contre eux-mêmes. C'est ça le problème. Parce qu'il y a ce lobby sioniste qui devient complètement fou. Quand l'information a fuité samedi et que j'en ai parlé hier soir, la réaction a été très négative partout. Donc Trump a vraiment du mal sur ce dossier. En plus, le cabinet israélien n'est pas du tout coopératif. Ils ne disent pas « Ah, super, c'est une bonne nouvelle ». Non, ils sont contre. Moi, je pense que Trump essaie juste de gagner du temps jusqu'à la fin de l'Aïd et qu'après, il va attaquer de nouveau. C'est insensé. Et puis tu vois, la façon dont les médias présentent les choses, c'est n'importe quoi. Un jour, on dirait que l'Iran devra attendre pour obtenir la levée des sanctions, et le lendemain, on entend que cette levée est imminente. Les avoirs vont être gelés ou dégelés. Non, ils vont rester gelés. Yves Smith m'a fait remarquer quelque chose que j'avais négligé, et je pense qu'elle a tout à fait raison. Trump n'a pas, à lui seul, les moyens de lever toutes les sanctions, parce qu'une partie d'entre elles a été imposée par des lois votées au Congrès. Donc Trump ne peut pas simplement dire « Tant pis, je ne vais pas suivre ça ». Il va devoir obtenir l'accord du Congrès pour lever ces sanctions. Ce processus est donc bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qui est certain, c'est qu'au moins l'Iran sait ce qu'il veut et qu'il va rester ferme sur ses positions fondamentales. Il va insister sur la levée des sanctions et sur le retour des avoirs gelés. Et si, dans la mesure où Doha, je ne savais pas que Doha pouvait être impliqué là-dedans, sur les sanctions, tu sais, le gel des avoirs. L'autre endroit où il faudrait regarder, ce serait Dubaï, aux Émirats arabes unis. Je suis sûr qu'ils détiennent une quantité importante d'avoirs iraniens, probablement gelés. Donc tu vois, je pense que c'est juste une accalmie, malheureusement. Je ne vois pas, il n'y a pas aux États-Unis l'élan politique pour dire « arrêtons la guerre, trouvons une solution ». L'idée reste la même. L'Iran doit faire exactement ce qu'on lui dit. Sinon, c'est toujours cette mentalité-là. Tant que cette attitude ne change pas, je ne vois pas de changement de fond à venir, surtout avec ces pays qui ont signé les accords d'Abraham. Ça n'arrivera pas. Les Israéliens se sont montrés bien trop brutaux. Et vous savez, en ce moment, en Israël, ils se déchirent entre eux. Vous savez, juste cette nuit, Ben Gvir insiste pour qu'il commence à faire sauter tous les bâtiments au Liban. Et quand Bibi Netanyahou trouve que c'est trop extrême, ça montre à quel point la situation est devenue folle. Apparemment, Netanyahou a répliqué en disant « Non, on ne va pas faire ça. Mon Dieu, il a enfin trouvé une conscience. » Donc oui, c'est le désordre total. Et puis, c'est encore de la manipulation des marchés. Les marchés ouverts, pas aux États-Unis aujourd'hui, parce que c'est un jour férié, le Memorial Day. Mais les autres marchés de matières premières dans le monde, eux, sont ouverts, et ça a fait baisser le prix du pétrole. Alors, la paix serait à portée de main? Pas du tout. Mais toute cette mascarade autour de la manipulation des marchés, elle, rapporte sûrement beaucoup d'argent à quelqu'un.
It's sure making somebody a lot of money. Yeah. And it seems that the frozen assets Et il semble que les avoirs gelés au Qatar s'élèvent à environ 11 milliards de dollars et qu'ils sont là pour en discuter. Larry, est-ce que tu penses que la délégation qatari, avant hier soir, est allée en Iran pour parler avec les Iraniens? Est-ce que c'était dans le cadre de cette négociation sur les avoirs iraniens gelés ou est-ce que ça allait au-delà de ça? Iranian frozen assets, or it was something beyond that? No, I think it's something beyond that. I think so. Pakistan. Non, je pense que c'est quelque chose de plus profond que ça. Le Pakistan travaille activement en coulisses pour aider la Chine et la Russie à mettre en place une nouvelle architecture de sécurité dans le Golfe Persique. D'après ce qu'on me dit, le Qatar et l'Arabie saoudite en ont tout simplement assez des États-Unis. Ils estiment que cette relation avec Washington leur a apporté plus de risques et plus de coûts que d'avantages. Donc, ils aimeraient bien s'en détacher. Ces discussions sont déjà en cours. Qui fera quoi? Comment la sécurité de ces différents pays sera garantie? Et cela touche aussi à la sécurité économique. Bref, il se passe beaucoup de choses. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se parlent. Le fait qu'une délégation iranienne de haut niveau se soit rendue au Qatar pour rencontrer les dirigeants là-bas, c'est déjà un signe positif. Parce que le Qatar, parmi tous les pays du Golfe Persique, je pense que c'est celui qui a subi les plus gros dégâts matériels sur son infrastructure économique, bien plus que l'Arabie saoudite. Certaines usines d'aluminium et des installations de gaz naturel liquéfié ont été gravement endommagées. Et là, on ne parle pas de quelques mois de réparation, mais potentiellement de plusieurs années avant de pouvoir redémarrer. Donc clairement, ils subissent en ce moment des pertes financières importantes. Alors franchement, je dirais qu'il faut ignorer ce que dit Donald Trump, parce qu'il part un peu dans tous les sens et n'a pas encore de plan clair. Une minute, il veut bombarder l'Iran, et la suivante, il dit qu'il veut qu'il rejoigne les accords d'Abraham. Ce que vous avez mentionné à propos de Smotrich, il parle du fait qu'il faudrait détruire 10 immeubles à Daïa, par exemple à Beyrouth, en réponse à chaque drone. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce que ces drones font à Israël pour qu'ils réagissent avec autant de désespoir? 10 immeubles pour un seul drone. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, les drones du Hezbollah détruisent des chars, des véhicules blindés et tuent un grand nombre de soldats. Vous savez, Israël subit plus de pertes dans cette guerre contre le Hezbollah qu'en 2006, je pense, nettement plus. Et si on parle des pertes de véhicules et de matériel, je crois que ça dépasse ce qu'ils ont perdu dans les combats à Gaza. Israël garde les chiffres des pertes très secrets, mais je serais prêt à dire qu'en réalité, je pense qu'Israël a subi plus de pertes au cours de ces 6 derniers mois de combat contre le Hezbollah que pendant les 3 années précédentes à Gaza. Voici ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Il n'y a pas de péage et il n'y en aura pas dans le détroit d'Ormuz. En revanche, les navires doivent s'acquitter d'une redevance pour la protection de l'environnement dans le cadre d'un système commun. C'est un jeu de mots. Il faut appeler ça des péages. Mais en réalité, ce ne sont pas des péages. C'est juste des frais d'utilisation. Vous voyez, c'est comme quand vous allez à Las Vegas aujourd'hui, vous devez payer des frais de séjour. C'est une taxe supplémentaire, mais ils appellent ça des frais de séjour. Oui, d'ailleurs, les Chinois utilisent ce terme. Tu te souviens, avant Donald Trump, enfin lors de la rencontre entre Donald Trump et Xi, ils avaient employé cette expression. C'est une sorte de taxe environnementale qu'on verse à l'Iran. Larry,
on dirait que Donald Trump met la pression sur les pays du CCG pour qu'ils normalisent leurs relations avec Israël. Je ne sais pas si c'est possible en ce moment, parce que tu vois, la guerre n'est pas terminée, à mon avis. Et il pourrait encore y avoir de nouvelles escalades dans la région. Et il met la pression. Si vous voulez un accord entre l'Iran et les États-Unis, vous devez améliorer ou normaliser vos relations avec Israël. Mais en quoi ça va aider Israël? Comment ça pourrait fonctionner? Je n'y crois pas trop, parce qu'on connaît déjà leur position, même avant le début de cette guerre. Ils ont dit que sans un État palestinien, il n'y aurait aucune amélioration dans leur relation avec Israël, si tant est qu'il y en ait une à ce stade. Eh bien, hier, ou peut-être avant-hier, quand Trump a eu cet appel avec tous les pays arabes du Golfe, la Turquie et l'Égypte, et qu'il a lancé le sujet du genre, bon, alors on signe les accords d'Abraham, hein? Il n'y a eu que le silence. Personne n'a rien dit. C'était un peu comme « Ok, ne lui dis rien, sinon il va s'énerver, reste juste silencieux. » Et lui, il a répondu « Ah, intéressant. Donc oui, ça n'arrivera pas. » Le temps des accords d'Abraham est passé. Et avec le massacre de probablement plus de 100 000 Palestiniens, hommes, femmes et enfants confondus, je ne vois aucun gouvernement du Golfe, à part peut-être les Émirats arabes unis, avoir le courage politique de faire ça. Non. Si tu devais parler, Larry, des difficultés qu'on affronte en ce moment, est-ce que ça veut dire qu'on met fin à la guerre sur tous les fronts? Est-ce que ce serait dans le détroit ou ailleurs? Est-ce que ce serait sur le programme nucléaire iranien? Parce que ce matin, on a appris du ministère iranien des Affaires étrangères que la priorité pour l'instant, c'est de mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Ce qu'on sait très bien être impossible avec le gouvernement israélien, avec Benjamin Netanyahou, avec ce qu'ils font, comme on l'a déjà dit. Ils bombardent le Liban, ils bombardent Gaza, ils frappent aussi en Cisjordanie. Oui, non. Écoutez, je pense que ça, c'est l'une des exigences iraniennes les plus rigides, disons. Ce n'est pas seulement une question de dire « D'accord, vous allez arrêter de nous attaquer, vous allez arrêter d'attaquer le Liban, vous allez arrêter d'attaquer le peuple palestinien. » Les États-Unis ont le pouvoir d'y mettre fin. On pourrait couper complètement le soutien à Israël. Mais politiquement, ça n'arrivera pas. Trump ne fera pas ça. Donc, ça veut dire que la guerre contre les Palestiniens et les Libanais va continuer. Israël va peut-être réduire un peu l'intensité, mais souvenez-vous de la fanfaronnade de Trump quand il disait qu'il contrôlait Netanyahou et qu'il pouvait lui dire d'arrêter de bombarder le Liban. Eh bien, dans ce cas, ils arrêteraient de bombarder le Liban. Et qu'est-ce qu'Israël fait depuis? Il bombarde le Liban tous les jours. Alors, vous savez, à moins que Trump ne devienne vraiment sérieux et qu'il ordonne au département de la Défense, au département d'État, de couper l'aide, de la retirer, de rapatrier les troupes, de rappeler les conseillers, là peut-être qu'Israël commencerait à prêter attention et les États-Unis pourraient forcer un accord. Si les combats s'arrêtaient et que les Israéliens acceptaient en gros de reconnaître un État palestinien, oui, je pense qu'un accord d'Abraham serait possible. Mais ça n'arrivera pas. Israël, ce sont les sionistes dont on parle. Vous savez, ils continuent à dire qu'ils aimeraient provoquer une nouvelle série d'affrontements avec l'Iran, puis en profiter pour faire exploser la mosquée Al-Aqsa et en accuser l'Iran, en espérant que ça déclenche une guerre entre l'Iran et le reste du monde arabo-musulman, et que ça ouvre la voie pour qu'Israël puisse construire le troisième temple. Franchement, toute cette histoire est complètement absurde. Je ne sais pas à quel point tu connais la Torah, ou l'Ancien Testament, comme l'appellent les chrétiens. Mais quand les enfants d'Israël ont fui l'Égypte, on les a prévenus. Ne fabriquez pas d'images taillées.
Ne créez rien de matériel que vous adoreriez physiquement. C'était le commandement. Et puis, quand Moïse est monté pour recevoir les 10 commandements et qu'il est redescendu, ils avaient fabriqué un veau d'or et ils adoraient ce veau d'or. Alors il a brisé ce qui était, en quelque sorte, la première version des commandements avant de remonter chercher la version suivante. Version 1 of the commandments and went up to get version 2. But my point in all of this is that when you get into the book of Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que quand on lit le Deutéronome, on voit que ça parle de construire un temple avec de la soie, de l'or et toutes sortes de décorations. C'est très précis, presque comme un manuel pour fabriquer une idole. C'est pour ça que je dis souvent aux Juifs et aux chrétiens, votre Dieu est sacrément confus. Parce que d'un côté, il dit « ne fabriquez pas d'images taillées ». Et de l'autre, il passe tout un chapitre à décrire, comme dans un magazine d'architecture, comment construire ceci, orner cela et transporter l'arche d'alliance. Bref, tout tourne autour d'images taillées. Et ce qui est vraiment triste, c'est que des gens y croient encore, et qu'à cause de ça, ils sont prêts à tuer d'autres êtres humains au nom de cette image taillée que, soi-disant, leur Dieu leur avait interdit de faire. which their God supposedly told them never to build. Sorry, it's just stuff like that drives me crazy. Désolé, mais ce genre de truc me rend fou. Parce que tu vois des gens sensés, rationnels, instruits, dire des choses comme « Ah, le temple, tu sais, on va le reconstruire parmi les Juifs religieux. » Et eux, ils disent « Oui, oui, reconstruisons le temple, le Messie viendra. » Et les chrétiens répondent « Oui, vous l'avez déjà tué une fois, vous voulez qu'il revienne. » Tu vois, c'est là qu'on entre dans toutes ces croyances eschatologiques. Et les musulmans ont les leurs aussi. Moi, je voudrais juste dire une chose. Si tu crois que Dieu est le créateur de toute vie, alors respecte le fait que toutes les personnes autour de toi font aussi partie de la création de Dieu. Traite-les comme telles. D'accord? Arrêtez de vous entretuer, de vous affamer, de vous persécuter. Ça suffit. Désolé. Voilà, c'était la leçon de religion du jour. Sorry, that's your religious lesson for today. Larry, Donald Trump said in his latest post, Larry, he says Donald Trump a dit dans sa dernière publication que peut-être un ou deux pays ne veulent pas de cet accord entre les États-Unis et l'Iran. between De quel pays the United parle-t-il? States and Iran. D'Israël et des Émirats arabes unis, en gros? Israel and UAE. Non, en fait, je pense qu'il parle plutôt de l'Iran et Iran, and you know, I'm not sure who else. Je ne vois pas vraiment qui d'autre le ferait. Choisissez. Le Qatar, les Saoudiens. Je pense que les Saoudiens sont encore prêts à conclure un accord avec Israël. You know, they've never. franchement, en les observant au fil des années, on ne peut pas dire qu'ils aient jamais été très attachés à des principes. Again, Trump is indulging Wow. a fantasy. Encore une fois, Trump se berce d'illusions, parce que les éléments d'un accord existent, mais ça va demander aux États-Unis d'accepter certaines concessions que le camp sioniste ne supportera pas. Donc je ne vois pas comment il peut combler cet écart. Je ne le vois pas assez fort pour leur dire « Oh, taisez-vous, je vous ignore ». Je ne le vois pas faire ça. Shut up, I'm ignoring you. I don't see him doing that. Yeah, I think Lindsey Graham Oui, said that. je crois que c'est Lindsey Graham qui a dit ça. Il a publié que, quoi qu'il se passe entre l'Iran et les États-Unis, le résultat est catastrophique pour Israël. Mais il n'y a aucun moyen de changer la réalité pour Israël. Exactement. Comment Donald Trump pourrait-il changer ça? C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quelle serait la solution selon des gens comme Lindsey Graham? Well, look, and that's the other element to this. People think Eh bien, c'est ça, l'autre aspect du problème. Les gens pensent que tout tourne autour de Bibi, que le problème, c'est Bibi Netanyahou, et que si on se débarrassait de Bibi, tout irait pour le mieux. Mais même sans Bibi, il reste le problème du sionisme. Et les extrémistes, comme Ben Gvir ou Bezalel Smotrich, représentent malheureusement une minorité très influente. Quand on les associe à d'autres éléments du Likoud, aux conservateurs, ils forment encore la voix majoritaire en Israël.
Donc, on ne s'éloigne pas vraiment de l'extrémisme. Au contraire, c'est lui qui domine. Comme je le disais, même si Bibi s'en va, les politiques ne vont pas changer de façon spectaculaire. Bibi goes away, the policies aren't going to change dramatically. The problem they have Israel has right now. Le problème qu'Israël a en ce moment, ce sont ses propres limites en matière de puissance militaire. Même s'ils affirment être les plus forts, les meilleurs de la région, je pense que même en rappelant tous les réservistes, ils atteindraient peut-être 300, 400 000 personnes. En réalité, aujourd'hui, ils tournent avec environ 90 000 soldats actifs, et c'est déjà difficile à tenir. En parallèle, on voit une hausse des suicides. Donc, il n'y a pas seulement les traumatismes crâniens, mais aussi le fait de tuer des civils et des enfants, qui finit par peser lourd. Il y a encore beaucoup de soldats israéliens qui ont une conscience, qui savent faire la différence entre le bien et le mal. Et ils sont hantés par ces images, par ce qu'ils font à ces gens. Maintenant, il y en a dans les rangs israéliens qui sont complètement inhumains. Ils s'en fichent. Ils vont violer et tuer parce qu'ils y prennent plaisir. Vous savez, je viens de voir qu'un citoyen américain était parti se battre là-bas et qu'il s'est suicidé dès son retour aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est cohérent avec ce qui est arrivé à la Wehrmacht, l'armée allemande, quand elle a envahi la Pologne, puis avancé en Ukraine, en commençant à mener ces exécutions de masse de Juifs sur son passage. L'une des pressions qui ont conduit au développement, si l'on peut dire, des chambres à gaz et d'autres méthodes d'extermination de masse venait du fait que ces soldats faisaient des dépressions nerveuses. L'armée régulière en était affectée. Il fallait donc vraiment une armée de fanatiques prêts à se livrer à ce genre d'action. Et aujourd'hui, on observe le même type de phénomène au sein de l'armée israélienne. Elle essaie de mener une guerre à Gaza, une autre en Cisjordanie, même s'ils ne l'appellent pas une guerre, c'est bien ce que c'est, et encore une autre dans le sud du Liban, où les capacités du Hezbollah se sont considérablement renforcées. L'utilisation de ces premiers drones FPV cause d'ailleurs des dégâts importants.